qui menaçait de lui coûter sa place dans la compétition. Thomas, installé devant son fourneau, décida de laisser son bloc chauffer à cœur jusqu'à ce que l'horloge indique qu'il ne restait plus qu'1h30, s'imposant 10 minutes d'attente cruciale pour éliminer tout risque de fissure ou de délamination interne avant le passage sous les machines de forgeage. Au signal des 90 minutes restantes, l'activité redoubla d'intensité. Thomas passa son bloc d'acier sous le marteau-pilon pneumatique avec une grande efficacité. Ayant obtenu une belle couleur homogène, signe d'une chaleur adéquate, Bill se dirigea à son tour vers la presse hydraulique. Mais sa trop grande précipitation provoqua une catastrophe. La pression excessive ouvrant son bloc en deux et faisant échouer sa soudure initiale. Accusant un retard considérable et après avoir exprimé sa frustration, Bill dut appliquer du flux de soudure sur les zones ouvertes avant de réintroduire la pièce dans le brasier pour tenter un sauvetage de la dernière chance. Le travail du damas en boîte ou empilé s'avérait être un véritable calvaire où le moindre incident technique brise le rythme. Une fois sa soudure stabilisée, Carrie entreprit d'étirer sa barre de fer pour en extraire la matière nécessaire au façonnage de la punea ante. Pour sa lame, il fit le choix technique d'un damas torsadé. Une méthode reconnue pour sa rapidité d'exécution bien qu'elle comporte des risques majeurs d'inclusion ou de manque au cœur des torsions du métal. Carrie était venu pour tester ses propres limites en tant qu'artisan. Une fois la torsion effectuée, il s'attaqua au profilage de la dague. Pendant ce temps, Bill se trouvait confronté à un dilemme technique majeur. N'ayant jamais conçu de dague de poussée et ignorant comment réaliser la jonction complexe de la poignée, un sentiment de panique commença à poindre. La grande difficulté résidait dans le façonnage de cette structure en T. L'astuce technique consistait à privilégier une soie cachée plutôt qu'une plate semelle complète, en forgeant simplement la lame prolongée d'une tige métallique fine destinée à être insérée dans un bloc de micarta sculpté pour la main. Bill choisit de rester sur cette configuration à soie cachée, son objectif étant de dégager suffisamment de matière pour former une butée intégrée. Un épaulement solide qui empêcherait la poignée de glisser vers l'avant lors de l'utilisation. Cependant, avec l'échéance des 60 minutes restantes, le retard accumulé à cause du volume excessif de sa billette initiale l'obligea à passer un temps considérable devant la meuleuse abrasive pour réduire les dimensions de sa barre d'acier. Il regretta amèrement de ne pas avoir suivi l'exemple de ses camarades en réduisant sa masse métallique dès le départ. Se trouvant au bord du découragement, il puisa sa force en regardant ses gants de protection sur lesquels ses enfants et son épouse avaient inscrit des mots d'encouragement affectueux, lui donnant la volonté de poursuivre l'effort. La mise en forme de la zone de préhension des doigts exigeait une grande précision et une pression contrôlée sur les outils car le métal y est particulièrement mince. Après avoir aplati sa dague, Carrie passa à l'étape du meulage des émoulures sur la ponceuse. C'est alors que survint l'accident. Le disque abrasif happant sa main et provoquant une blessure douloureuse au doigt. Malgré la coupure et l'exclamation inquiète des juges témoins de la scène, Carrie refusa de stopper son travail, conscient que chaque seconde perdue scellerait son élimination. Le façonnage de 4 émoulures planes et parfaitement symétriques sur une dague à double tranchant représentait un défi de taille, doublant la charge de travail et les risques d'erreurs géométriques par rapport à un couteau classique. Les juges rappelèrent qu'une telle configuration exigeait une régularité parfaite sur toute la longueur de la petite lame sous peine de rendre l'arme inefficace ou asymétrique. Satisfait de la forme générale de ces profils bien que la réalisation des tranchants s'avérât délicate, Thomas entendit le présentateur annoncer les 30 dernières minutes de l'épreuve. Les candidats s'activèrent à donner à leur dague la forme triangulaire caractéristique avant de procéder à la trempe finale. Une étape redoutable où aucune correction de voile n'est possible par la suite. Bill effectua la trempe de son acier à haute température. À sa grande satisfaction, il ne perçut aucun bruit de fissure et la lame sortit du bain d'huile parfaitement rectiligne, lui permettant de relâcher un temps la pression. Carrie prit également le risque de tremper sa dague.
recherchant une teinte orange uniforme sur le métal avant de le plonger dans le liquide protecteur. Une opération qui se déroula sans incident majeur alors que les dernières secondes du round s'égrenaient. Au signal final, les 2 heures de forge intense prirent fin, laissant les candidats épuisés et incertains quant à la validité technique de leur réalisation. Pour la suite de l'aventure, les 3 forgerons durent soumettre leurs ébauches de dagues de poussée à l'examen minutieux du jury. Carrie fut le premier à présenter son œuvre. Les experts saluèrent la beauté visuelle du motif de son damas torsadé, mais ils émirent de sérieuses réserves concernant l'ergonomie de la zone de préhension des doigts. L'écartement prévu pour les doigts était jugé dangereux, risquant de blesser l'utilisateur lors d'un impact violent, tandis que la forme trop rectiligne et anguleuse du manche manquait cruellement de rondeur pour offrir une prise en main anatomique sûre. Les juges l'avertirent qu'en cas de qualification pour le round suivant, une correction majeure de cette géométrie serait indispensable. Thomas présenta ensuite sa dague, recevant des éloges unanimes pour la qualité de son travail, la régularité de ses émoulures et l'intégration intelligente d'une butée massive pour le manche. Son œuvre affichait un tel niveau de finition que l'un des juges confia sur le ton de la plaisanterie son envie de l'emporter dans son propre atelier personnel. Enfin, Bill montra le résultat de ses efforts. Compte tenu des 2 heures imparties et des graves déboires rencontrés avec sa soudure initiale, son damas torsadé présentait une belle solidité structurelle. Mais la pièce souffrait d'un manque flagrant d'émoulure, s'apparentant davantage à un bloc de métal brut doté d'une tige qu'à une véritable lame tranchante. S'il poursuivait l'aventure, un travail colossal de meulage l'attendait pour donner des tranchants à son acier. Pendant que les candidats attendaient en retrait, le jury entama une délibération serrée pour désigner le finaliste qui accompagnerait Thomas au dernier round. L'analyse des travaux révéla des approches très différentes. Thomas avait clairement pris l'avantage grâce à un projet bien structuré, doté d'une butée solide et d'un manche en devenir facile à finaliser rapidement. En revanche, le cas de Carrie divisa les avis. Sa lame en damas torsadé présentant une belle longueur de 4 cm mais son manche volumineux et mal proportionné créant une zone de vide dangereuse entre les doigts et la lame, risquant de provoquer des blessures majeures lors d'un impact en faisant reculer l'arme dans la main. La dague de Bill, bien que totalement dépourvue d'émoulure et présentant une largeur uniforme sur toute sa longueur, offrait paradoxalement la prise en main la plus confortable et sécurisante des 3 projets. Les juges estimèrent qu'il serait plus simple et plus rapide pour Bill de tailler des émoulures régulières dans son acier sain lors de la manche finale que pour Carrie de restructurer entièrement la géométrie complexe et défectueuse de sa poignée en T. Au terme d'un vote partagé de 2 voix contre 1, le jury trancha en faveur de Bill, entraînant l'élimination de Carrie. Ce dernier accepta le verdict avec gratitude. Ravi d'avoir pu réaliser son rêve d'enfance en participant à l'émission et fier d'avoir mené son projet en damas jusqu'au bout malgré sa blessure au doigt. Thomas et Bill reçurent les félicitations du présentateur pour leur qualification pour l'ultime round de ce combat de couteau. L'affrontement final allait durer 6 heures complètes au sein même de l'atelier de l'émission. Durant ce laps de temps considérable, les 2 finalistes allaient devoir mener 2 tâches de front. Corriger les défauts structurels de leurs dagues de poussée respectives pour les doter d'un manche confortable et fonctionnel, mais également forger à partir de zéro une arme de combat mythique d'une envergure exceptionnelle. L'arme à reproduire était un magnifique et imposant couteau de combat historique. Une création originale du célèbre maître forgeron Colin Sage. Le cahier des charges pour cette réplique imposait des critères stricts. La lame devait mesurer impérativement entre 43 et 48 cm de longueur, présenter un profil doté d'une pointe en bec de corbin caractéristique et afficher une largeur minimale de 8 cm à son point le plus évasé. De plus, l'arme devait comporter de larges gouttières sur chaque flanc de la lame, ainsi qu'une garde ajustée et un